J'ai acheté une maison et un terrain à cultiver pour mes parents afin qu'ils puissent profiter paisiblement de leur vieillesse. Mais lorsque je suis venue leur rendre visite, j'ai été choquée de voir mon père et ma mère en pleurs sur la terrasse. Il s'est avéré que tout cela était vrai depuis longtemps. Cette histoire est basée sur des faits réels. Mes amis, écrivez d'où vous venez et quel âge vous avez. C'est très intéressant de savoir qui nous regarde. Bonne écoute. Je voulais faire une surprise à mes parents, arriver simplement au village sans prévenir ni appeler, ouvrir discrètement le portillon, entrer dans la cour et voir papa et maman assis sur le banc près de la maison que je leur avais achetée pour leurs vieux jours. Mais ce que j'ai vu en arrivant m'a littéralement cloué à mon siège. Dans leur propre maison, celle que j'avais payée jusqu'au dernier euro avec l'argent gagné en ville, mon père et ma mère tenaient le rôle de domestiques. Ils étaient commandés par ma belle-sœur et sa mère, deux parasites insolentes et voraces, sans honte ni conscience. Et à ce moment-là, sans même sortir de la voiture, j'ai pris pour moi une décision très calme et très ferme. Pour chaque bassesse, pour chaque humiliation qu'elle s'était permise envers mes parents, elle paierait pleinement, euro pour euro, mot pour mot, de façon à ce que cela leur reste gravé à vie. La voiture, pour laquelle je payais régulièrement le crédit auto avec mon salaire de citadine, avançait lentement sur la route asphaltée étroite menant à notre village, bordée de champs verts de chaque côté. L'air y est habituellement frais, égal, de ceux qui vous redressent la poitrine tout seul, mais ce jour-là il me semblait lourd, visqueux, oppressant. Je n'arrivais pas à comprendre si c'était un mauvais pressentiment ou simplement la fatigue ordinaire après un long trajet depuis la ville. Le voyage dure environ 5 heures, surtout quand on tombe sur quelques camions et des portions de route en travaux. À l'époque, j'avais 32 ans, et 2 ans plus tôt j'avais décidé de risquer presque toutes mes économies et d'acheter dans notre village natal une belle maison solide avec un perron et un grand terrain. Derrière la maison, j'avais encore pris plusieurs hectares de bonnes terres vivantes, idéales pour un potager et un champ, afin de pouvoir cultiver pour soi et vendre le surplus. Mon objectif était simple et, me semblait-il, très juste. Je voulais que mon père Ernst et ma mère Claudia, mes parents bien-aimés, vivent le reste de leur vie calmement, sans cette course éternelle après le moindre centime, qu'ils aient leur maison, leur jardin, qu'ils s'assoient le soir sur le perron, regardent le soleil se coucher sur le champ, boivent du thé du samovar et ne pensent à rien de particulier, tout au plus à savoir si le chou avait bien levé et si le gel n'allait pas abîmer les pommes de terre. Au téléphone, ils répétaient toujours la même chose, que tout allait bien, que la santé tenait bon, qu'ils mangeaient correctement, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et moi, comme une idiote, je croyais chacun de leurs mots, parce que je savais combien ils détestaient se plaindre. Mais la nostalgie de la maison, de leur voix, de l'odeur de notre cour me rongeait de l'intérieur, et à un moment donné j'ai simplement compris que je ne pouvais plus me contenter de conversations du soir. Il fallait y aller et les serrer dans mes bras pour de vrai. Ce jour-là, j'ai jeté quelques affaires dans un sac, acheté en ville leurs friandises préférées, pris un thermos de café pour la route et je suis partie, volontairement sans appeler, pour faire la surprise. Tandis que la voiture roulait sur les virages familiers, des images tournaient dans ma tête, papa sortant à ma rencontre en s'essuyant les mains sur son vieux pantalon, maman criant depuis le perron, « Oh, mais c'est notre Valentina qui est arrivée », nous trois riant en nous coupant la parole. Mais lorsque les roues se sont arrêtées près de la clôture familière et que j'ai regardé la maison, mon sourire s'est lentement effacé. Au lieu de la joie, j'ai senti un lourd nœud d'incompréhension et d'angoisse se former entre mes sourcils. La maison était différente. Ce n'était pas qu'elle se soit délabrée en 2 ans, comme on aurait pu le croire. Au contraire, elle semblait trop apprêtée, surchargée d'une beauté étrangère et ostentatoire qui ne correspondait en rien au goût simple et soigné de ma mère. Dans toute la cour se trouvaient des pots et des jardinières qui semblaient coûteux, mais il n'y poussait ni menthe, ni camomille, ni calendula, aucune de ces plantes médicinales que maman cultivait toujours elle-même pour ne pas avoir à courir inutilement à la pharmacie. À la place, il y avait des arbustes décoratifs sans âme, manifestement achetés uniquement pour l'apparence. J'ai coupé le moteur pour que personne n'entende l'arrivée de la voiture, je me suis enfoncé dans le siège, les vitres étant teintées, et j'ai décidé d'observer un instant avant de sortir avec mes sacs et un sourire. Mon regard s'est aussitôt accroché à la silhouette d'un vieil homme maigre et voûté qui balayait la vaste cour sous le soleil brûlant de midi avec un balai. Son dos était tellement courbé qu'on aurait dit qu'un instant de plus et il se briserait en deux. Ses gestes étaient lents, lourds, on voyait bien que ses forces l'avaient presque abandonné. Et ce n'est qu'une seconde plus tard que j'ai compris que ce balayeur, c'était mon père, cet homme qui avait travaillé toute sa vie sur des chantiers et dans des usines, porté du béton, du fer, enchaîné les équipes, les nuits, et qui aurait dû être assis à l'ombre avec une tasse de thé, et non pas agiter un balai comme un jardinier salarié.
J'ai senti quelque chose se contracter violemment en moi, comme si quelqu'un serrait mon cœur dans sa main, l'empêchant de battre correctement. Avant même que j'aie le temps de réaliser pleinement ce que je voyais, une voix stridente, agressive, a retenti depuis le perron. Là, affalée dans un fauteuil en plastique, se trouvait une femme large et corpulente d'âge moyen, un éventail dans une main et un bol de grignotage sur les genoux. C'était Éléonora, la belle-mère de mes parents, la mère de Marina, l'épouse de mon frère cadet. Elle hurlait dans toute la cour pour que papa cesse de balayer aussi maladroitement, parce que la poussière de son balai volait jusqu'à son perron. Les mots jaillissaient de sa bouche, grossiers, sans retenue. Je l'entendais traiter mon père de vieux inutile qui ne savait même pas balayer correctement. Je me suis agrippée au volant au point d'en blanchir les jointures. À cet instant, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti seulement de la peine, mais une véritable rage, une colère lourde et froide née très profondément. Je savais que maman n'avait jamais vécu dans un sanatorium, qu'elle avait travaillé autant que papa, à l'usine, au potager, à la maison. Mais j'avais acheté cette maison précisément pour mettre fin à ce cercle sans fin, maison, jardin, travail, médicaments. Et là, je voyais mon père, sous la chaleur, sous les cris d'une étrangère insolente, se plier sous un balai. J'espérais encore que maman se reposait au moins à l'intérieur. Mais bientôt elle aussi apparut dans la cour, venant de l'angle de la maison. Ma Claudia sortit, courbée, portant dans ses bras une grande bassine de linge mouillé. Elle était tellement pleine que l'eau dégoulinait sur les bords et trempait sa jupe. Chacun de ses pas était hésitant, chancelant, sa respiration audible même de l'endroit où se trouvait ma voiture. Je savais pourtant qu'elle avait de vieux problèmes de dos et qu'il lui était strictement interdit de porter des charges lourdes. C'est précisément pour cela que, dès la première année après l'achat de la maison, je leur avais offert une grande machine à laver automatique, pour qu'elle ne lave plus jamais à la main dans une bassine. Et maintenant, elle portait cette maudite cuve comme une jeune manœuvre, et personne ne pensait même à l'aider. La réponse au pourquoi ne tarda pas. Marina, ma belle-sœur, sortit de la maison, habillée comme pour un défilé de mode, le téléphone à la main. Elle ne regarda même pas vraiment maman, elle pointa simplement le doigt vers les cordes à linge et ordonna que maman étende immédiatement ses vêtements, parce que Marina devait, voyez-vous, courir à une réunion importante. L'aider à porter la lourde bassine ne lui effleura même pas l'esprit. Au contraire, son expression montrait clairement qu'il lui répugnait de toucher le linge mouillé, comme s'il la souillait. Je restais derrière la vitre teintée et sentais les larmes couler d'elles-mêmes sur mes joues. Ce n'était pas la vieillesse que j'avais promise à mes parents. C'était du servage pur et simple, de l'esclavage, seulement sans fouet. Et pendant tout ce temps, il m'avait menti au téléphone, racontant des histoires de « tout va bien, ma fille », pour que je reste tranquille en ville à travailler. Je me suis sentie stupide, docilement acquiesçant aux combinés sans même trouver le temps de venir les voir, me cachant derrière une éternelle occupation. Un peu plus tard, j'ai vu papa, après s'être essuyé le front avec sa manche, entrer dans la maison et en ressortir une minute après avec un verre d'eau sur un plateau. Il portait ce verre vers le perron, vers Éléonora, qui depuis une minute déjà tournait la tête en criant qu'elle mourait de soif. Les mains de papa tremblaient de fatigue ou de vieillesse, un peu d'eau se renversa sur le sol près du perron. Et là, cette femme se leva d'un bond, balaya le verre du plateau, il tomba et se brisa en éclats de verre. Puis, pointant vers le visage de papa son gros doigt couvert de bagues en or, elle se remit à hurler. C'est alors que je remarquai les bagues elles-mêmes. Je les reconnus, parce que tout récemment j'avais viré de l'argent sur la carte, demandant à mes parents de le dépenser pour les examens médicaux de papa à l'hôpital régional. Et maintenant, cet argent teintait à ses doigts. À cet instant, ma colère atteignit son paroxysme. Je ressentis presque physiquement une bouffée de chaleur. Ma première pensée fut d'ouvrir la portière, de me précipiter dans la cour, de repousser cette femme visqueuse et de la gifler de façon à ce que bagues et lèvres volent du même côté. Mais l'expérience de la vie en ville, les années passées à lutter pour une place au soleil, me retinrent à temps. Je comprenais que si je débarquais maintenant en criant, sans préparation, il retournerait tout, jouerait la comédie devant les voisins, me présentant comme une fille hystérique et mal élevée qui s'en prenait à des gens respectables. Et papa et maman, connaissant leur caractère, finiraient encore par me demander de pardonner et de ne pas faire de vagues. Il me fallait non pas des émotions, mais des faits. Il fallait voir à quel point ces gens avaient pris racine dans ma maison, jusqu'où allait leur mainmise. J'essuyai brusquement mes larmes du revers de la main, rajustai le foulard sur ma tête, pris plusieurs profondes inspirations pour calmer ma respiration, mis le moteur en marche, avancai doucement vers le portail et donnai un bref coup de klaxon. La vie dans la cour s'arrêta en une seconde.
Éléonora tourna la tête vers moi depuis le perron. Sur son visage apparut d'abord une véritable stupeur, puis il se recomposa rapidement en un masque aimable et tendu. Marina, qui un instant plus tôt était plongée dans son téléphone, le rangea précipitamment dans sa poche et se mit à faire semblant d'arranger les fleurs dans les coûteuses jardinières, comme si c'était elle la maîtresse de maison si active et attentionnée. Mon père et ma mère restaient figés dans un coin de la cour, tels deux statues de pierre. Je vis leurs mains, serrées l'une dans l'autre, trembler nerveusement. Dans leurs yeux ne brillait pas l'étincelle joyeuse que j'avais rêvé de voir, mais de l'inquiétude, de la peur, comme s'ils comprenaient que mon arrivée pouvait déclencher une nouvelle vague de scandale. Mon cœur se fendit encore davantage, mais je ne laissai paraître aucune émotion sur mon visage. Je coupai le moteur, ouvris la portière, sortis de la voiture, me redressai et marchai le long de l'allée vers le perron, en m'efforçant d'avancer calmement et fermement. Chacun de mes gestes était réfléchi. Un silence s'abattit sur la cour, seulement troublé par le ululement lointain d'une chouette et le bruissement des feuilles. Éléonora, qui une minute plus tôt se tenait en chef autoritaire, cacha rapidement ses mains, les essuya sur sa robe et s'étala en un sourire sucré et poisseux. Elle descendit précipitamment du perron à ma rencontre, les bras déjà ouverts. À côté, Marina faisait semblant d'arranger des bibelots sur la véranda, comme si elle était absorbée par les tâches ménagères, alors que quelques minutes plus tôt elle ne faisait que commander et fixer son téléphone. « Oh, Valentina, tu es venue » chanta Éléonora avec une joie feinte. « Pourquoi n'as-tu pas appelé ? Si tu avais prévenu, je t'aurais préparé de ces bonnes choses, tu t'en serais léché les doigts. » Elle s'approcha pour m'embrasser. Une lourde odeur de parfum sucré émanait d'elle. Cette senteur me parut particulièrement écœurante en contraste avec le souvenir tout frais de l'odeur âcre de sueur et de poussière qui venait de papa. Je me penchai légèrement, comme pour ajuster le sac sur mon épaule, et éviter ainsi son étreinte avec tant de précaution qu'on ne pouvait formellement rien me reprocher. Je levai les yeux et la regardai calmement, mais très fixement, droit dans le visage. Sa toute première phrase était déjà un mensonge. Quelle bonne cuisine! Ses mains douces et soignées n'avaient jamais tenu un couteau pour éplucher des pommes de terre. Je hochai brièvement la tête, sans répondre ni oui ni non, la contourner avec Marina et aller droit là où, à l'ombre du mur, se tenaient mes parents. Je pris la main de papa, rugueuse, marquée de callosité. La peau sous mes doigts était brûlante, comme s'il avait de la fièvre. Puis je pris la main de maman, humide et fripée d'avoir trop longtemps trempé dans l'eau savonneuse. Et seulement alors, me tenant tout contre eux, je dis doucement, « Papa, maman, c'est moi. Valentina est arrivée. » Les yeux de maman se remplirent aussitôt de larmes, ses lèvres tremblèrent, comme si elle voulait dire quelque chose, mais au lieu de mots elle jeta furtivement un regard du côté d'Éléonora, comme si elle lui demandait la permission même pour serrer sa propre fille dans ses bras. Et, sans attendre cette permission, elle hocha doucement la tête et murmura à peine audible, de peur que quelqu'un d'autre n'entende, que Dieu merci tout allait bien pour moi, que c'était l'essentiel, et qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. Ni plainte, ni pitié, ni consultation chez les médecins. Cette retenue, cette habitude éternelle d'endurer et de céder, me frappa plus fort que n'importe quel cri, comme si quelqu'un avait lentement passé un couteau sur mon cœur. Je les pris par le bras, et comme je l'avais prévu, les conduisis vers le perron, vers ces mêmes fauteuils en bois que j'avais autrefois choisis moi-même en ville, après avoir longtemps arpenté les magasins pour que papa puisse s'y asseoir confortablement le soir, regarder le champ et se reposer. Mais à peine étions-nous arrivés que Marina, qui jusque-là jouait la maîtresse de maison affairée, surgit presque de nulle part et lança sèchement, sans même chercher à adoucir le ton, que je ne devais pas les faire asseoir sur les nouvelles chaises, puisqu'ils revenaient tout juste du potager. La saleté de leurs vêtements et de leurs chaussures resterait sur le vernis, et ensuite ce serait encore à elles de nettoyer. Qu'ils aillent d'abord se rincer derrière, dans la cour, et ensuite, peut-être, ils pourraient s'asseoir, s'ils n'étaient pas trop mouillés. À ces paroles, le sang me monta aux tempes en une vague brûlante. Une seule pensée me traversa l'esprit, ces chaises ont été achetées avec mon argent et sont destinées à mon père, pas à toi et à ta mère fardée. Pourquoi le propriétaire de la maison et du terrain ne pourrait-il plus s'asseoir dans son propre fauteuil, tandis que des invités, en réalité, imposent les règles? Mais je ne laissai rien paraître. Je répondis simplement que je comprenais, que l'ordre était aussi nécessaire. Et, sans discuter, je laissai papa et maman, traînant les pieds, s'éloigner vers le fond de la cour, là où, près de la pompe et d'une vieille auge, ils devaient apparemment se laver désormais. Quant à moi, je me laissai docilement entraîner par Éléonora et Marina dans la maison, dans ce salon même dont maman rêvait lorsque nous choisissions ensemble les rideaux et les cadres pour les photos.
À peine avais-je franchi le seuil que je sentis que je n'étais plus dans la maison de mes parents, mais dans une sorte de pavillon étranger, décoré pour l'apparence, comme une scène de poupée. Mes yeux cherchèrent machinalement nos photos de famille, ma soutenance de diplôme, une photo de groupe devant l'ancienne maison, papa avec sa canne à pêche, maman tenant dans ses bras le premier petit-fils des voisins. Mais à la place, je vis un immense portrait brillant du mariage de Marina et Frédéric, occupant presque tout un mur, avec une arche artificielle et une pose ridicule. Et à côté, presque de la même taille, un grand portrait d'Éléonora elle-même, souriant à pleines dents, le menton haut, étincelante de bijoux. Les autres cadres étaient eux aussi remplis de photos de leur voyage, de leurs festins, de gens qui m'étaient étrangers. Mes parents semblaient avoir été effacés de cette maison, chassés même des photos, comme un décor inutile. Le salon lui-même avait cessé d'être le nôtre, s'était transformé en une petite salle du trône d'Éléonora. Elle s'était déjà installée sur le canapé le plus moelleux, avait allongé les jambes et les avait posées sur la table basse, comme chez elle, s'éventait paresseusement, sans la moindre gêne, me fit signe de la main pour que je m'assoie, comme pour dire « Repose-toi, la route est longue. Ton frère est dans la salle de bain, il va sortir, on va s'asseoir et discuter. » Elle parlait avec le ton d'une maîtresse de maison qui accueille généreusement une parente éloignée, et non la fille des gens grâce auxquels elle a aujourd'hui un toit au-dessus de la tête. Je posai docilement mon sac, mais au lieu de m'asseoir à côté et de soutenir ce jeu ignoble, je dis calmement que je voulais d'abord me laver du voyage, me rafraîchir. Je demandai si je pouvais aller aux toilettes. Éléonora fit un geste vague vers le couloir, jouant la bienveillance. « Bien sûr, nous sommes tous de la famille ici, fais comme chez toi. » Mais le mot « maison » dans sa bouche sonna particulièrement faux. Je ne me dirigeai pas vers le petit cabinet près de la cuisine qui avait autrefois été réservé aux invités, mais directement vers la chambre qui, selon toutes les lois de la vie et de la conscience, devait appartenir à mes parents. Cette même chambre où se trouvait le matelas orthopédique que j'avais acheté spécialement pour que le dos de papa ne lui fasse pas mal, avec une salle de bain attenante pour qu'il n'ait pas à traverser le couloir froid la nuit. La porte n'était pas complètement fermée, en m'approchant, je jetai un regard prudent à l'intérieur. Ce que je vis confirma une fois de plus tout ce que je commençais déjà à assembler dans ma tête. La pièce ressemblait davantage à un entrepôt de luxe ostentatoire, étranger et de mauvais goût. Sur les fauteuils et les dossiers des chaises pendaient des dizaines de robes de Marina, brillantes, élégantes, mêlées à des chemisiers bigarrés d'Éléonora. La commode était couverte de pots de crème hors de prix, de flacons de parfum. Sur la coiffeuse étaient éparpillés des bijoux, de la fantaisie mêlée à des chaînes et bracelets manifestement coûteux. Tout était encombré et imprégné de leur présence. Le lit sentait un parfum étranger et de la laque pour cheveux. De ma mère, il n'y avait là ni foulard, ni livre, ni ses lunettes, rien. Alors une question simple résonna en moi, si ce meilleur coin de la maison est entièrement occupé par la belle-mère et la belle-fille, où, bon sang, dorment mon père et ma mère? Mes jambes me portèrent plus loin, vers l'arrière de la maison, là où, près de la cuisine, il y avait toujours eu un petit débarras pour les réserves, la farine, les bocaux de conserve. La porte y était de travers, au lieu d'un battant normal, elle était fermée par un rideau usé et tordu, du genre qu'on accroche d'ordinaire à une remise. Je poussai doucement le tissu, en regardant à l'intérieur, je cessai simplement de respirer un instant, tant ce que je vis dépassait même mes pensées les plus sombres. Il n'y avait là aucun matelas digne de ce nom. Sur le sol de ciment nu et froid était posée une fine litière usée jusqu'au trou, manifestement un vieux tapis qu'il aurait fallu jeter depuis longtemps. À la place des oreillers, deux tais froissés et décolorés, bourrés de chiffon. La couverture était si mince que le moindre courant d'air devait la traverser. Dans un coin s'entassaient de vieilles boîtes en carton, recouvertes de haillons. Au milieu de cette pitoyable parodie de chambre étaient assis, les jambes fatiguées étendues devant eux, mes parents, papa et maman. Ils se massaient mutuellement les pieds. Papa grimaçait de douleur lorsque maman passait doucement la main sur sa cheville. Il avait les yeux fermés, les dents serrées, et de temps en temps il gémissait sourdement. Maman murmurait des paroles apaisantes, l'appelait par son prénom, lui disait de tenir encore un peu. J'entrai si silencieusement qu'ils ne me remarquèrent pas. Je m'arrêtai derrière le rideau, tenant le chambranle d'une main, couvrant ma bouche de l'autre pour étouffer un sanglot. Maman disait justement que lorsque Frédéric rentrerait du travail, on pourrait lui demander un peu d'argent pour une pommade contre les douleurs articulaires à la pharmacie. Que papa allait vraiment mal, qu'il n'avait pas dormi de la nuit, que ses jambes le faisaient souffrir comme si on lui plantait des aiguilles dans les genoux. À quoi papa répondit presque avec irritation qu'elle ne devait même pas y penser, qu'il ne fallait rien demander, que c'était déjà assez dur pour Fred,
qu'il avait une femme qui exige des comptes pour chaque centime. Elle recommencerait à se disputer, et lui, disait-il, tiendrait bon, il en avait l'habitude. Que le fils vive tranquillement. À ces mots, tout se renversa en moi. Il s'avérait qu'ils n'étaient pas seulement privés d'un lit normal dans la maison que j'avais achetée pour eux, mais qu'on les avait aussi conduits au point de s'excuser auprès de leur propre fils pour vouloir acheter un médicament contre la douleur. Je restais là, tremblante de tout mon corps, sentant des larmes brûlantes couler sur mon visage. Mes doigts s'enfonçaient si fort dans le bois du chambranle que mes ongles s'y plantaient. Mais aller vers eux maintenant, faire une scène devant eux, n'aurait fait que les effrayer davantage et donner aux autres le temps de se ressaisir et d'inventer une nouvelle légende. À la place, je pris une profonde inspiration, essuyai mes joues, sortis mon téléphone et lançai discrètement l'enregistrement. Je filmai cette minuscule pièce entrepôt cabossée, je filmai papa se contractant de douleur dans le dos, maman lui chuchotant de tenir bon, et eux deux, assis à même le sol, discutant de la manière de ne pas froisser la belle-fille par une dépense de plus pour des comprimés. Cet enregistrement devint ma première preuve, la pierre que j'entendais poser à la base de toute la construction future de faits. Je revins au salon avec un autre visage, extérieurement calme, intérieurement froid et concentré. À ce moment-là, tout était prêt pour le dîner. Éléonora et Marina s'affairaient autour de la table, mais de façon à ce que personne ne doute de qui commandait ici. Dans la pièce principale, un poulet rôti à la peau dorée fumait, une soupe aux morceaux de viande exhalait son parfum, et des rangées d'assiettes de fruits découpés ressemblaient à une vitrine de café. Frédéric était déjà rentré du travail. Il avait l'air amaigri, les épaules tombantes, ses vêtements pendaient négligemment sur lui, son visage était gris, éteint. En me voyant, il se réjouit d'abord sincèrement, s'approcha à la hâte, m'embrassa, mais presque aussitôt son regard devint fuyant et coupable. Ses yeux ne s'attardaient pas sur mon visage, comme s'il craignait d'y lire ce qu'il ne voulait pas reconnaître. Nous nous assîmes à table, moi, Marina, Éléonora et Frédéric. L'un d'eux tentait de soutenir une conversation légère, mais les mots restaient suspendus dans l'air. Moi, je notais seulement les moindres détails, la façon dont Marina choisissait sans gêne les meilleurs morceaux, comment Éléonora se servait du compote jusqu'au bord sans jamais jeter un regard vers la porte par laquelle mes parents auraient pu apparaître. Mais ils n'apparaissaient pas. Et à un moment donné, comme en passant, tenant une cuillère à la main et regardant les assiettes, je demandai calmement où étaient papa et maman, pourquoi ils ne s'asseyaient pas avec nous. Marina, continuant à mâcher un pilon de poulet, répondit négligemment que les vieux trouvaient ça plus commode ainsi. Qu'ils aimaient la cuisine du fond, plus près de la cuisinière. Et qu'ils s'avérait même que s'asseoir par terre leur plaisait plus que sur des chaises. Les jambes, disait-elle, se fatiguent moins. À ces paroles, le dernier petit pont fragile d'espoir se brisa en moi. Je savais que c'était un mensonge éhonté, parce que mon père avait rêvé toute sa vie que maman vive sa vieillesse non pas sur un tabouret de cuisine, mais à une vraie table, comme une personne digne. Je me levai en silence, pris mon assiette encore vide et mes couverts, sans demander la permission à personne, me dirigeai vers la cuisine. Frédéric tenta de se lever, tendit maladroitement la main, marmonna qu'il valait mieux rester ici, qu'il viendrait d'eux-mêmes. Mais je repoussai doucement sa main et continuai. Dans la cuisine du fond, l'odeur de la nourriture était tout autre, pas festive, pas riche, mais fade, éventée. Là, à une table qui avait autrefois été la nôtre, étaient assis mes parents. Devant chacun se trouvait un bol de bouillie blanche froide et des restes de bouillon de soupe où flottaient un ou deux morceaux de légumes défaits et une tranche carbonisée d'un produit de soja bon marché à la place de la viande. Ils mangeaient à la hâte, à grande cuillerée, comme s'ils craignaient que quelqu'un n'entre et ne leur enlève même cela. Leur visage était fatigué, mais dans chaque geste se sentait une hâte affamée, celle des gens épuisés jusqu'à la dernière goutte en une journée. Je restais dans l'embrasure de la porte à regarder, et mon cœur se brisait littéralement, parce que je voyais clairement l'abîme entre ce qui se passait dans la pièce principale et ce qui se passait ici. Entre le poulet rôti, les fruits et leur bouillie froide, entre les conversations bruyantes et leur lourd silence, entre leur droit de s'asseoir à leur table et la position forcée dans les coulisses de leur propre vie. Je n'entrai pas pour ne pas les gêner. Je revins silencieusement dans la salle à manger, posai mon assiette à ma place et regardai calmement, presque en les étudiant, chacun des trois à tour de rôle, Éléonora, Marina, Frédéric. Dans ma tête surgissaient d'elles-mêmes les mots, avidité, ruse, lâcheté. Et toutes trois aux dépens de ceux qui leur servent pourtant de soutien. Marina se sentit mal à l'aise sous mon regard, grimaça et demanda avec irritation pourquoi je les regardais ainsi, comme s'ils avaient quelque chose écrit sur le front. Sans changer d'expression,
je souris légèrement, mais ce sourire était froid comme la glace, et je répondis que je pensais simplement à quel point il devait être délicieux de manger de la viande et des fruits sucrés en sachant que ton père et ta mère, à cet instant, mâchent des restes froids dans la cuisine du fond. Et combien il est parfois utile de se souvenir que le plaisir acheté sur le dos des autres peut s'arrêter très soudainement. Alors qu'ils en profitent tant qu'on le leur permet, car personne ne sait quand cette table se renversera. Un silence lourd et poisseux tomba dans la pièce. Même les cuillères cessèrent de tinter contre les assiettes. Éléonora posa brusquement la sienne en frappant la nappe. Frédéric baissa encore plus la tête, comme s'il cherchait à se cacher de tout ce qui se passait. Je m'assis, mais pas pour manger. L'appétit avait disparu dès le portail. À l'intérieur, un tout autre travail se mettait déjà en route, froid, calculateur, professionnel, celui que je faisais chaque jour en ville. Sauf que désormais, l'objet n'était plus des contrats et des affaires étrangers, mais le destin de ma famille. Pendant que les autres terminaient leur repas en se lançant des regards en coin, je construisais mentalement mon plan, étape par étape, sans précipitation. J'avais décidé qu'aujourd'hui encore ils continueraient à vivre dans leur jolie illusion, à croire qu'ils maîtrisaient tout. Mais dès le lendemain commencerait le jour où, pour chaque morceau de viande, pour chaque cri, pour chaque nuit blanche de mes parents, ils commenceraient à payer. Et pas avec des regrets abstraits, mais très concrètement, avec tout ce à quoi ils tenaient tant. Je n'avais pas l'intention de laisser un seul de leurs actes sans conséquence. Le matin suivant perçait à peine, timidement, à travers la brume au-dessus du champ, que la maison était déjà en mouvement. Je me levai avant le premier chant du coq. J'avais l'impression de m'être levé très tôt, mais en regardant par la fenêtre, je compris que, même réveillé presque dans l'obscurité, j'étais tout de même en retard pour surprendre le tout début de ce convoyeur forcé que mes parents traversaient chaque jour. Et cela rendit la chose encore plus lourde, car combien de ces matins avaient-ils enduré sans moi, pendant que je vivais en ville, croyant pieusement leurs paroles au téléphone. « Tout va bien, ma fille, ne t'inquiète pas. » D'abord, j'entendis le cliquetis discret des casseroles, le frottement d'un couteau sur une planche en bois, puis la toux rauque et familière de papa dans la cour. Je regardai par la fenêtre et vis que le feu flambait déjà sous la cuisinière. Maman, dans son vieux peignoir usé que je lui demandais depuis longtemps de jeter, s'affairait autour de la table, elle coupait quelque chose, remuait, déplaçait des bols. Sur son visage, aucune trace de sommeil, seulement de la fatigue et une concentration écrasée, comme chez quelqu'un qui sait que le moindre retard menace de cris et de reproches. Papa, pendant ce temps, s'occupait déjà dans la cour de caisse qu'il alignait contre le mur, près du hangar où était rangé le matériel de jardin. Il ne s'agitait pas pour lui-même, comme le font parfois les personnes âgées qui, même invitées, ne savent pas rester sans rien faire. Non, on sentait qu'il exécutait une norme précise, comme un ouvrier à son poste. Sauf que ce poste, manifestement, commençait bien avant l'aube et se terminait bien après minuit. J'enfilai un gilet, sortis dans le couloir et, en passant devant le salon, je m'arrêtai involontairement. Tout y était silencieux, les rideaux encore tirés. Les corps épais sur le canapé et le lit, dans cette partie de la maison, n'avaient pas bougé. Les parasites dormaient profondément, récupérant en quelques heures toute leur souffrance diurne. Je passai à la cuisine. Maman sursauta en me voyant dans l'embrasure, comme si je l'avais surprise en train de faire quelque chose d'interdit. Elle s'essuya aussitôt les mains sur son tablier, tenta de se forcer à sourire, mais sans succès. Les lèvres tremblaient, les yeux restaient fatigués, rouges. Je m'approchai, l'enlacai en silence par les épaules et sentis sous mes doigts que le tissu fin du peignoir ne cachait pas ses os saillants. Elle semblait encore plus petite, encore plus légère que dans mon souvenir. Je dis calmement, aussi doucement que possible, que j'allais l'aider pour le petit déjeuner. Elle chuchota qu'il ne fallait pas, que ce n'était pas aux invités de faire ça, qu'Éléonora n'aimait pas quand quelqu'un se mêlait de la cuisine. Chez elle, soi-disant, tout se faisait selon des règles. Je me contentai de sourire en coin, pris le couteau des mains de maman et me mis à couper le pain, faisant semblant de ne pas entendre les interdictions. En même temps, je lui demandais doucement à quelle heure il se levait d'habitude, combien ils avaient le temps de faire avant que ces deux-là ne se réveillent, comment elle se sentait, si son dos lui faisait mal, et pourquoi, bon sang, elle n'était toujours pas allée aux examens pour lesquels j'avais envoyé de l'argent. Maman répondait de manière évasive, s'accrochant à des justifications habituelles. Il se levait tôt, bien sûr, comment faire autrement, avec une grande exploitation, le potager, les bêtes. Certes, dans la maison il n'y avait guère plus que quelques poules, une douzaine d'oies et plusieurs lapins, mais pour eux cela semblait déjà un lourd fardeau. Elle disait qu'au fond, se plaindre serait presque un péché,
il y avait un toit au-dessus de leur tête, de quoi manger, et puis d'autres vivaient encore bien plus mal. Quant à ses filles, c'est ainsi qu'elle appela d'abord Eleonora et Marina, en principe elle n'était pas méchante, simplement. Et là, elle s'interrompit. Puis, baissant les yeux, elle avoua que dès qu'elle se mettait à crier, à rappeler que Frédéric comptait sur eux, que sans leur aide ils ne s'en sortiraient pas tous, elle se taisait aussitôt, juste pour éviter les disputes, juste pour que ce soit plus facile pour son fils. Je l'écoutais et comprenais que, au fil des années, leur habitude d'endurer et de justifier la bassesse des autres avait proliféré comme une mauvaise herbe dans leur propre plate-bande, étouffant tout ce qui, autrefois, faisait d'eux des propriétaires et des maîtres chez eux. Je regardai dans la cour et vis que papa portait déjà de l'ours au dos de la pompe jusqu'aux plates-bandes. Son pas était petit, traînant, son dos encore plus voûté que la veille. Il ne me voyait pas à la fenêtre, mais ses lèvres étaient serrées, son visage gris, et même de loin on comprenait que chaque pas lui coûtait un effort. Sans dire un mot, je posai la bouilloire devant maman, lui ordonnai au moins de s'asseoir une minute et de boire quelque chose de chaud, puis je sortis dans la cour, m'approchai de papa et pris délicatement un des seaux de sa main. Il se figea une seconde, puis se retourna brusquement, me vit et sourit d'une manière étrange, déconcerté, comme un enfant surpris en train de faire quelque chose d'interdit. Il se mit à bafouiller que tout allait bien, qu'il s'en chargeait, qu'il ne fallait pas. Je lui dis calmement mais fermement que j'étais parfaitement capable de porter quelques seaux d'eau et que je n'allais pas m'écrouler pour autant. En revanche, lui, s'il continuait à courir ainsi encore quelques jours, risquait bien de tomber, et cette fois, malheureusement, pas pour rire. Pendant que nous marchions ensemble vers les plates-bandes, je l'interrogeais sans détour, depuis quand vivait-il à ce rythme, à partir de quand ses invités étaient-ils apparus dans la maison, comment lui-même se sentait, s'il avait seulement la possibilité de s'allonger un peu dans la journée, de se reposer, d'aller chez le médecin. Il tenta d'abord, comme maman, de tout tourner à la plaisanterie. Que la vieillesse n'était pas une joie, mais au moins on ne se laissait pas envahir par les mauvaises herbes, que le mouvement, c'était la vie, et ainsi de suite. Mais sous mon regard silencieux et insistant, ses paroles commencèrent à s'enliser. Il savait qu'il ne pourrait plus me tromper comme au téléphone. Au bout d'un moment, il céda, soupira lourdement et avoua d'une voix sourde que oui, c'était dur, que ses jambes lui faisaient si mal qu'il aurait crié la nuit, mais qu'il avait honte, dans une maison où vivaient la femme et la belle-mère de son fils, il n'allait quand même pas rester allongé à gémir, alors il tenait. Quant au médecin, il se serait tu si je ne lui avais pas moi-même rappelé les virements que j'avais faits. Il marmonna alors, détournant les yeux, que les choses s'étaient passées ainsi, il avait fallu de l'argent en urgence pour réparer le toit, payer certaines dettes, acheter de la nourriture, des vêtements pour Marina. Et, de fil en aiguille, tout y était passé. Les examens avaient été remis à plus tard, puis il y avait toujours eu des choses plus importantes. À ce moment-là, la porte de la maison claqua et Marina apparut sur le perron, en débardeur distendu et pantalon d'intérieur coûteux. Les cheveux rassemblés en un chignon négligé, le téléphone déjà à la main comme une extension de son corps. Elle ne nous regarda même pas vraiment, lança simplement en l'air qu'elle avait bientôt un rendez-vous en ville, qu'il fallait qu'elle ait le temps de se maquiller et de préparer ses affaires. Et que pour sa sortie, la voiture devait être prête devant le portail, propre, sans poussière, parce qu'elle avait honte de se montrer en salle devant les gens. Je n'en crus pas mes oreilles lorsqu'elle ajouta qu'il faudrait aussi passer prendre de l'essence, parce que, comme toujours, le réservoir était vide. Et, passant devant la table, elle y jeta les clés de ma propre voiture, comme s'il s'agissait de son véhicule personnel, et non de celui que j'avais acheté à crédit et que je continuais à rembourser. Papa, comme un chien dressé, se pencha par habitude pour attraper les clés et courir essuyer le capot avec un chiffon. Moi, feignant de ne pas remarquer son geste, je le devançai calmement, ramassai les clés et les glissai simplement dans ma poche, en regardant Marina droit dans les yeux. Je dis doucement mais clairement que la voiture était arrivée avec moi et que tous les déplacements des prochains jours seraient désormais convenus avec moi. Pendant une seconde, une véritable surprise, même une méfiance, traversa son regard, mais presque aussitôt son visage redevint boudeur, offensé. Elle fronça les sourcils, d'un ton capricieux, déclara qu'elle avait l'habitude d'utiliser la voiture, que Frédéric le lui avait autorisé depuis longtemps, que sans cela, la pauvre, elle ne pouvait se rendre ni au salon, ni au magasin, ni à ses soi-disant affaires importantes. Que moi, en somme, je ne me comportais pas en parente, que j'arrivais et que je commençais déjà à imposer mes règles. Je lui répondis, sans élever la voix, que la voiture m'appartenait selon les documents, que l'assurance, le crédit, les réparations et tout le reste étaient à ma charge, et que par conséquent, les clés resteraient aussi chez moi. Et que si elle devait vraiment aller quelque part, il existait les transports en commun,
qui, soit dit en passant, circulait aussi bien vers la ville qu'au départ de la ville. Et tandis qu'elle, soufflant de colère, cherchait ses mots, je me détournais déjà et m'éloignais vers l'arrière de la cour, là où se trouvaient les plates-bandes, la laissant digérer cette nouvelle situation pour elle. Après ce matin-là, tout reprit son cours selon le rythme habituel de cette maison, comme je l'appris. Mais désormais, je regardais tout non plus avec les yeux d'une fille aimante qui veut croire que ses parents sont bien installés, mais avec ceux de quelqu'un qui rassemble des preuves. Chaque fois qu'Éléonora donnait à haute voix, dans toute la maison, des ordres sur qui devait balayer, laver, arroser, qui avait droit à quelle quantité de nourriture et à quelle heure on pouvait s'asseoir, je sortais sans vergogne mon téléphone et lançais l'enregistrement audio. Parfois, je prenais discrètement des photos, faisant semblant d'échanger des messages. En réalité, je capturais des phrases comme « Vous croyez qu'on peut se servir du logement gratuitement ?» ou « Qui ne travaille pas ne mange pas ?» adressées à mes parents, qui, en vérité, entretenaient tous ces soi-disant travailleurs par leur potager, leur vieillesse et leur santé. Vers midi, un homme arriva en camion, dont j'avais déjà remarqué la veille le logo familier d'une grande entreprise de transformation avec laquelle, au village, on signait périodiquement des contrats pour la vente des récoltes. Il salua Marina et Éléonora de manière flatteuse, en plaisantant et en leur faisant de l'œil, et se mit aussitôt, sans même tourner la tête vers papa, à discuter avec elle des volumes de livraison, du prix au kilo, des délais de paiement. Alors que c'était précisément mon père et ma mère qui cultivaient toute cette récolte, la désherbaient, l'arrosaient, la ramassaient et la chargeaient. Je m'approchai discrètement, comme par hasard, et entendis qu'il était question d'une somme assez importante pour le prochain lot de légumes. Une somme réellement impressionnante à l'échelle du village. Je sortis de nouveau mon téléphone, faisant mine de lire des messages, mais en réalité j'activai le dictaphone, afin de ne pas passer pour folle lorsque je commencerais à parler du fait que l'argent de ce travail n'atterrissait pas du tout là où il devait. Lorsque le camion repartit enfin et que Marina et Éléonora rentrèrent dans la maison en refermant soigneusement la porte de la chambre pour compter tranquillement l'argent liquide, je m'approchai en silence, comme un chat, de la fenêtre entr'ouverte et, retenant mon souffle, j'entendis le bruit net, légèrement froissé, des billets, leur rire étouffé et des phrases caractéristiques sur la facilité de faire travailler des vieillards en échange d'un toit, sur le fait que Fred était mou, gentil. Facile à tenir à la gorge tant que ses parents étaient en vie. Et aussi sur l'idée qu'il serait bon de se faire attribuer la maison d'une manière ou d'une autre, pour que personne ne les mette dehors. À cet instant, je compris que l'affaire ne se limitait pas à l'exploitation domestique, aux insultes et à la bouillie froide dans la cuisine du fond. Ces femmes lorgnaient clairement aussi la maison, la terre et tout le modeste patrimoine que j'avais investi pour mes parents. Elles ne voulaient pas seulement profiter des fruits du travail des autres, mais aussi en assurer la possession juridique. Après le déjeuner, lorsque la chaleur tomba un peu, j'appelai maman et papa à l'écart, vers le potager, là où l'on ne pouvait pas nous entendre immédiatement depuis la maison. Je les fis asseoir sur des caisses retournées, et calmement, sans crier mais avec une grande fermeté, je leur posai, l'un après l'autre, toutes les questions qui mûrissaient en moi depuis le moment où j'avais franchi le portail. Je leur ai posé les questions directement. Avait-il signé des papiers? Est-ce que l'un de ses conseillers les avait emmenés chez un notaire pour la forme? Les avait-on forcés à établir des procurations? Leur avait-on demandé de réécrire la maison ou la terre au nom de Frédéric? Avait-il rencontré des juristes inconnus, des gens étrangers venus à la maison avec des dossiers sous le bras? À peine le mot « signé » eut-il été prononcé que maman se mit visiblement à paniquer. Son regard se mit à courir, ses mains à s'agiter sur ses genoux. Elle tenta d'esquiver, disant que je dramatisais tout, qu'elle ne se souvenait d'aucun document effrayant. Mais papa, trop fatigué et trop honnête pour continuer à soutenir ce mensonge, soupira lourdement et avoua. Qu'un jour, il y a déjà assez longtemps, Marina et Éléonora les avaient emmenés au centre du district, disant qu'il fallait régler certaines choses pour que tout le monde vive tranquille, que lui, en tant que propriétaire, devait confirmer son accord sur quelques formalités, sinon la maison risquait d'être reprise ou lourdement taxée. Elle l'avait effrayé comme un enfant, et lui, sans vraiment comprendre ce qu'il signait, avait apposé sa signature là où on le lui montrait. À ce moment-là, maman se mit à renchérir avec ardeur, disant qu'il n'était pas idiot, qu'il n'aurait jamais signé quoi que ce soit contre la famille, que, d'après ce qu'elle avait compris, il était question d'une aide au fils, que si jamais il leur arrivait quelque chose, Frédéric aurait le droit de disposer de la maison afin d'éviter des problèmes inutiles. Pour elle, cela avait même sonné rassurant, car elle avait toujours pensé qu'au final tout devait revenir aux enfants. À cet instant, je sentis monter en moi à la fois une pitié profonde pour leur naïveté et une concentration glaciale. Je comprenais déjà que la véritable propriétaire, c'était moi,
que les documents étaient établis à mon nom, et que, par conséquent, toutes ces manipulations de signature, si elles avaient une quelconque valeur, ne pouvaient être que très limitées. Mais le simple fait qu'on ait promené ces vieillards comme des objets, en se couvrant en prévision de leur mort, tout en continuant à vivre à leurs dépens, montrait trop clairement jusqu'où ces deux femmes étaient descendues dans le cynisme. Je ne me mis pas à accabler mes parents de détails juridiques, je ne leur expliquai pas que, dans l'absolu, ils n'avaient en réalité donné aucun véritable pouvoir sur la maison à Eleonora et Marina. Au contraire, je dis calmement, d'une voix égale, que je m'occuperais moi-même des documents, que désormais ils ne signeraient plus rien, ni sous la pression des discours mielleux, ni sous les larmes, ni sous les menaces. Que si quelqu'un leur reparlait d'arranger les choses correctement, ils devaient simplement répondre que tout cela était géré par leur fille et que sans moi, rien ne se ferait. Mes parents échangèrent un regard. On y lisait à la fois du soulagement, de la peur et cette habitude ancrée d'éviter les conflits. Maman murmura même qu'il ne fallait peut-être pas trop vexer les gens, qu'après tout, quoi qu'il arrive, c'était de la famille. J'étais si fatiguée d'entendre ce mot dans leur bouche que je me permis d'élever un peu la voix. Je dis que la famille, ce sont ceux qui pensent à ta santé et à ta tranquillité, pas ceux qui réfléchissent à la façon de s'approprier au plus vite tes biens. Et que parfois, le plus grand cadeau à faire à ce genre de parents est une limite clairement posée. Vers le soir, lorsque le soleil commença à pencher vers la lisière du bois et que l'air au-dessus du champ vibra d'une chaleur tremblante, Marina revint à la maison, n'étant finalement allée à aucun rendez-vous après notre discussion matinale à propos de la voiture. Apparemment, personne n'avait voulu la conduire gratuitement. Son humeur était visiblement mauvaise. Elle claqua bruyamment le portail, traversa la cour en me lançant un regard bref et acéré, comme pour vérifier si je continuais à résister. Puis elle pinça les lèvres et entra dans la maison, où Eleonora l'attendait déjà avec une nouvelle salve de plaintes sur combien la vie était devenue inconfortable depuis que cette futée de la ville était apparue sous leur toit. Depuis l'entrée, j'entendais leurs voix étouffées, où revenaient sans cesse des mots sur la nécessité de me remettre à ma place, sur le fait que je devais comprendre qui était le maître ici, que dans quelques jours je partirais de moi-même si je ne tenais pas le coup. Elle ne pouvait même pas imaginer que je n'avais aucune intention de partir. Bien au contraire, j'avais décidé de rester ici exactement le temps qu'il faudrait pour faire remonter à la surface tout ce qu'elles avaient eu le temps de manigancer pendant mon absence. Cette nuit-là, je mis longtemps à m'endormir sur le vieux lit pliant que j'avais moi-même déployé dans la pièce qui devait autrefois être ma chambre d'amis, désormais encombrée de boîtes étrangères et d'objets inutiles. Dans l'obscurité, je restais allongé les yeux ouverts, établissant point par point mon plan. Je repassais en mémoire toutes les phrases entendues dans la journée, chaque geste, chaque intonation. Je réfléchissais à ce qu'il fallait reprendre en priorité sous mon contrôle, les documents, l'argent des récoltes, l'accès à la voiture, l'organisation quotidienne de la vie de mes parents. Je comprenais qu'un scandale ouvert et brutal ne ferait qu'exaspérer tout le monde et placerait mes vieux parents entre le marteau et l'enclume. Je ne voulais pas qu'ils aient encore à se justifier à cause de mes actes. J'ai donc décidé d'agir autrement, discrètement, méthodiquement et avec une constance absolue. Que Marina et Eleonora se rassurent pour l'instant en se disant que je vais me battre puis partir. Qu'elles croient que le contrôle est toujours entre leurs mains. Moi, je savais qu'à partir de ce jour-là, le contrôle commençait lentement à passer dans les miennes. Et chaque mot, chaque cri, chaque euro qu'elles tenteraient de tirer de cette maison, je le compterais et le consignerais. Parce que je n'avais pas l'intention de simplement arrêter ce cirque, mais de faire en sorte qu'elles n'aient même plus envie, dans leur pire cauchemar, de rejouer un scénario pareil ailleurs. Le matin, je fis exprès de donner l'impression que je traînais sans but, à l'écoute de mes sensations, comme si je réfléchissais à ce que j'allais faire. Alors qu'en réalité, dans ma tête, le schéma de l'étape suivante était déjà prêt. Je savais qu'il était impossible d'aller plus loin sans parler à Frédéric. On pouvait mépriser autant qu'on voulait sa faiblesse et son manque de caractère, il n'en restait pas moins mon frère. Et surtout, c'était précisément par lui que ces deux femmes poisseuses tenaient mes parents à la gorge. Il fallait donc l'extraire de leur champ d'influence au moins pour quelques heures, lui donner la possibilité de dire ce qu'il n'osait même pas penser à voix haute à la maison. L'occasion se présenta d'elle-même. Après le petit déjeuner, m'appuyant sur le dossier d'une chaise, je dis d'un ton tout à fait ordinaire que je devais aller au centre du district. Dans la ville où je vivais, expliquai-je, l'agence bancaire par laquelle je faisais tous les paiements pour la maison n'était pas très pratique, tandis qu'ici, plus près du village, il y avait une succursale où l'on pouvait obtenir immédiatement un relevé et un conseil. Je demandai à Frédéric de m'accompagner. De toute façon, ajoutai-je, il devait passer au magasin automobile pour des pièces. La veille encore, il se plaignait que la voiture faisait un bruit étrange.
En présence de Marina et d'Eleonora, comme d'habitude, il hésita, se mit à bafouiller qu'il avait beaucoup de travail à la maison, qu'il n'avait pas le temps. Mais je dis calmement, d'un ton qui n'admettait guère d'objection, que je ne demandais pas cela tous les jours, juste une fois, et qu'il ne m'était pas très agréable, en tant que femme seule, de rouler seule sur ces routes. Même Eleonora, qui avait l'habitude de me considérer comme une gêne, feignit alors la sollicitude. « Bien sûr, ma fille, ton frère t'emmènera. On ne va quand même pas te laisser seule sur la route, dit-elle en faisant un geste de la main pour ordonner à Frédéric de se préparer. Sur la route, un long silence s'installa dans la voiture. Seul le frottement des pneus sur l'asphalte inégal se faisait entendre, et quelque part au loin, de rares oiseaux s'interpellaient au-dessus du champ. Frédéric tenait le volant à deux mains, si fort qu'on aurait dit qu'il craignait qu'il ne lui échappe. Les mâchoires serrées, le regard fixé droit devant lui. Je le connaissais depuis l'enfance et je voyais qu'en lui se livrait un combat entre le désir de parler et la peur de briser l'ordre habituel. Je ne le pressai pas tout de suite, le laissai rouler quelques minutes en silence, puis, comme en passant, je lui demandai comment allaient les choses au travail, si les salaires n'étaient pas en retard, s'il avait assez pour vivre, si les banques ou les sociétés de recouvrement ne lui mettaient pas trop la pression ces derniers temps. Il tressaillit comme sous un coup et répondit trop vite, beaucoup trop vite, que tout allait bien, qu'il s'en sortait. Mais dans ce bien résonnait un tel vide qu'il n'était pas nécessaire d'être psychologue pour y entendre le mensonge. Je décidai de ne pas tourner autour du pot. Je lui demandai franchement s'il avait contracté des crédits, et si une partie de mes virements destinés aux examens médicaux de papa n'était pas partie non seulement dans la nourriture et les charges, mais aussi dans le remboursement de ses dettes. Il tenta de s'indigner, mais son indignation fut molle, comme celle de quelqu'un déjà pris la main dans le sac. Finalement, il se dégonfla, expira lourdement et avoua que oui, il y avait eu des crédits. Qu'à un moment donné, lui et Marina avaient commencé à vivre au-dessus de leurs moyens. Ils avaient voulu de l'électroménager neuf, un manteau de fourrure, un téléphone à la mode pour elle, des travaux, une fête de mariage plus large que ce que permettaient leurs finances. Et ensuite, les intérêts avaient dévoré tout le reste. Marina ne voulait pas vraiment travailler, ne cherchait pas de poste stable, tout était toujours en dessous de son statut. C'est alors que sa mère, Eleonora, était intervenue, proposant une solution géniale, s'installer chez mes parents, au village. Là-bas, disait-elle, la maison était presque gratuite, il y avait la terre, le potager, les poules, les oies, de quoi vendre quelque chose. Et pour le logement et la nourriture, que les parents travaillent. Pour eux, soi-disant, ce serait même bénéfique, ils seraient occupés. Il parlait et s'entendait lui-même parler. Ses lèvres tremblaient, mais il s'obstinait à tenter de justifier à la fois lui-même et elle. Il disait qu'au début, tout ne semblait pas si terrible, que les parents eux-mêmes avaient dit être prêts à aider, que ce n'était pas trop dur pour eux, que la vie à la campagne était plus facile qu'en ville. Puis, presque imperceptiblement, tout s'était inversé, emballé. Marina et sa mère avaient commencé à leur parler de plus en plus fort, à s'approprier de plus en plus les lieux, à rappeler toujours plus souvent que celui qui paie choisit la musique. Et lui, pendant ce temps, travaillait sur son chantier, rentrait chez lui vidé, avec une seule pensée, pourvu qu'il y ait du calme à la maison. Et quand il entendait des cris, il se retirait simplement dans sa chambre, fermait la porte et faisait semblant de ne rien voir. Parce qu'il ne voulait pas se disputer. Et parce que, ajouta-t-il presque en chuchotant, il avait honte de regarder ses parents dans les yeux. Je l'écoutais en sentant en moi s'affronter la colère et la pitié. D'un côté, c'était un homme adulte, pas un adolescent, et c'était lui qui, en fin de compte, avait permis ce cauchemar, qui avait laissé des étrangers transformer ses parents en personnel de service dans leur propre maison. De l'autre, je voyais devant moi non pas un monstre, mais un homme perdu, faible, écrasé par la volonté des autres, qui n'avait jamais appris à dire non ni à sa femme, ni à sa belle-mère, ni aux banques, ni aux circonstances. Je lui demandai honnêtement, sans accusation dans la voix mais avec une dureté absolue, s'il comprenait seulement que si jamais il m'arrivait quelque chose et que je cessais d'envoyer de l'argent, si, Dieu nous en préserve, la maison devait être vendue, lui et ses parents se retrouveraient à la rue, parce qu'ils n'avaient aucun droit légal sur cette maison et ce terrain. Tout était à mon nom. Et si l'on parlait de qui rend service à qui, ce n'étaient pas les parents qui lui faisaient une faveur, mais moi à eux tous. Il tourna la tête avec étonnement, comme s'il réfléchissait pour la première fois à cette évidence. Il demanda si vraiment, selon les documents, la maison n'était pas à lui, si les papiers qu'il avait signés ne changeaient rien. Je souris en coin et répondis que c'était précisément pour cela que nous y allions maintenant,
pour vérifier ce qu'on avait tenté de faire dans mon dos, et que c'était ainsi que je comptais sortir mes parents de cette servitude. Il pâlit, ses doigts blanchirent sur le volant. Il marmonna que Marina et sa mère lui avaient assuré que c'était nécessaire, que sans ces papiers l'État reprendrait tout, qu'elles avaient seulement voulu se protéger. Je me contentais de secouer la tête, comprenant à quel point il avait été facile de manipuler quelqu'un qui avait toujours été loin des papiers et des juristes. Lorsque nous arrivâmes au centre du district, je lui proposai d'entrer avec moi, mais il refusa, disant qu'il devait aller au magasin automobile et qu'il ne comprenait rien à toutes ces attestations. Je n'insistai pas. D'une certaine manière, il m'était même plus simple de travailler seul, sans son regard perdu derrière moi. Au centre multifonctionnel, je m'avançai d'un pas assuré vers le guichet, présentai mon passeport et demandai calmement, sans agitation, un extrait du registre unique concernant le bien immobilier. J'expliquai que la maison du village était enregistrée à mon nom, mais que je souhaitais vérifier les inscriptions et l'existence éventuelle de charges ou de modifications au cours des dernières années. La jeune femme derrière la vitre prit machinalement les documents, précisa l'adresse. Ses doigts tapotèrent rapidement, avec assurance, sur le clavier pendant qu'elle saisissait les données. Je me rendais compte que, extérieurement, je paraissais calme, alors qu'à l'intérieur chaque nerf était tendu comme une corde, car beaucoup dépendait de ces lignes sur l'extrait. Je devais comprendre jusqu'où étaient allés les plans sournois de ma belle-sœur et de sa mère. Au bout d'un moment, on me remit l'impression. Je m'écartai vers une table libre, m'assis et me mis à lire attentivement chaque ligne. Sur mon visage, comme sur un écran, on aurait sans doute pu suivre le passage de la tension à la surprise, puis au soulagement. Les mentions confirmaient seulement ce que je savais déjà. La propriétaire de la maison et du terrain, c'était moi, Valentina. Aucun transfert de propriété, aucun contrat de donation ou de vente enregistré au cours des dernières années. Aucune charge, aucun nantissement, aucune saisie. Tout au plus une mention indiquant que le père et la mère bénéficiaient d'un droit d'usage du logement, que nous avions fait enregistrer dès l'achat afin qu'en cas de problème personne ne puisse les mettre à la rue. Je m'adossai au dossier de la chaise et, pour la première fois depuis plusieurs jours, je laissai échapper un véritable soupir, à voix haute, empreint d'un soulagement discret mais sincère. Cela signifiait que toutes ces visites chez le notaire, toutes ces signatures dont parlait mon père, n'étaient au maximum que des accords privés, à moitié vides, à moitié manipulateurs, qui, sans ma signature, ne valaient presque rien. Je fis une copie de l'extrait, pliai soigneusement les 2 exemplaires. J'en glissai un dans mon sac, l'autre dans la poche de ma veste, de façon à avoir une assurance sur moi même si, par hasard, le sac venait à être fouillé à la maison. Ensuite, je passai à la banque où j'avais autrefois effectué les virements et imprimé tous les paiements des dernières années. Revoir les montants envoyés aux parents, et ceux qu'ils retiraient ensuite au village, fut utile pour me rafraîchir la mémoire et pouvoir plus tard présenter les chiffres aux bonnes personnes. Voilà combien j'avais investi dans cette maison et cette terre, voilà ce qui partait chaque mois pour la vie de mes parents, et voilà comment, quelque part en chemin, cet argent se transformait en bagues, en tenues et en tables de banquet. Bien sûr, sur les relevés il n'y avait pas de photos de chaque repas et de chaque achat, mais il y avait des dates, des montants, la fréquence des opérations. Souvent, cela suffit. En revenant à la voiture, je trouvai Frédéric assis au volant, le regard éteint. Il avait visiblement eu le temps de fouiller en lui-même et se peignait l'avenir sous les couleurs les plus sombres. Quand je m'assis à côté de lui, il demanda timidement ce qu'il en était, si tout était très grave. Sans m'étendre, je dis franchement que la maison et la terre m'appartenaient toujours, que ni lui, ni sa femme, ni sa belle-mère n'avaient le moindre droit dessus. Et que, par conséquent, si le cauchemar actuel continuait, il me suffirait d'une visite chez le notaire et d'une requête au tribunal pour expulser de cette maison tout le monde, à l'exception de nos parents. Il tressaillit, devint livide, murmura que ce n'était pas possible, que deviendrait Marina, lui, l'enfant s'il y en avait un. Et là, je sentis monter en moi une nouvelle vague de colère froide, car dans toute cette longue tirade il n'avait pas dit un mot sur ce que deviendraient les parents, ceux qu'il aurait dû protéger en premier lieu. Je lui dis, en regardant droit par la vitre latérale pour qu'il ne puisse échapper à mes paroles, qu'à sa place je penserais d'abord non pas à l'endroit où Marina dormirait dans sa prochaine pyjama de soie, mais à la façon d'éviter que maman perde connaissance de douleur au dos après chaque bassine de linge, et que papa ne gémisse la nuit à cause de ses articulations tordues. Et que, s'il voulait réellement les aider sur le plan juridique, il avait une voie simple, commencer à se comporter comme un homme adulte, et non comme un garçon apeuré qui se cache derrière les jupes des femmes. J'ai peut-être parlé durement, mais autrement il était impossible de l'atteindre. Il resta silencieux un long moment, puis dit doucement, presque inaudible, qu'il avait peur,
peur que s'il allait contre Marina et sa mère, elle parte en emportant tout ce qu'elle pouvait, le laissant avec les parents et les dettes, et qu'il n'y arriverait pas. Je me tus un instant, puis, très calmement, en articulant chaque syllabe, je lui dis que tout ce qu'il y avait dans cette famille, c'était précisément la maison et la terre achetée avec mon argent, et le potager qui tenait grâce aux mains de nos parents. Et que si quelqu'un devait craindre de perdre quelque chose, ce n'était certainement pas lui sa belle-sœur, mais bien la belle-sœur son toit et son niveau de confort habituel. Ces mots semblèrent enfin fissurer l'armure de son auto-illusion. Il baissa la tête, se frotta l'arête du nez avec les doigts, comme le font les gens en proie à une migraine violente, et, sans lever les yeux, demanda ce que je comptais faire ensuite. Je répondis honnêtement que je n'avais pas encore de plan définitif, mais qu'il y avait plusieurs points qui seraient appliqués quoi qu'il arrive. Premièrement, je rendrais aux parents leur chambre et des conditions de vie dignes. Deuxièmement, je mettrais fin à la pratique selon laquelle ils travaillent pour un logement qui m'appartient sans recevoir le moindre euro. Et troisièmement, je fixerais des limites très strictes à sa femme et à sa mère, allant jusqu'à l'expulsion si elles ne comprenaient pas à l'amiable. Sur le chemin du retour vers le village, je parlais presque plus, réfléchissant à ce que j'avais entendu et vérifiant mentalement les papiers dans mon sac. Dehors, les champs s'étendaient doucement au loin, le ciel était clair, uniforme, chaud, et à l'intérieur de moi tout se construisait comme sur un plan, ligne après ligne, pas après pas. Lorsque nous arrivâmes à la maison, je remarquai aussitôt une agitation étrange dans la cour. Des rideaux fraîchement lavés pendaient aux cordes, le couloir sentait le chlore. À première vue, un ménage ordinaire, mais quelque chose me piqua intérieurement. Je reconnus cette propreté tendue et ostentatoire qui apparaît quand on tente en urgence de cacher des traces. Pendant que nous déchargions de la voiture quelques sacs de provisions que j'avais achetés en chemin, je surpris plusieurs fois sur moi le regard rapide et évaluateur de Marina, où se mêlaient irritation, inquiétude et le désir de comprendre ce que j'avais découvert et ce que je comptais faire. Plus tard, vers le soir, lorsque je montai dans ma chambre pour cacher les documents plus profondément, j'entr'ouvris la porte et restai figée, au milieu de la pièce, penchée au-dessus de mon sac, se tenait Marina. À côté, serrant contre sa poitrine un paquet, se profilait Eleonora. Elles étaient si absorbées par leur occupation qu'elles n'entendirent pas mes pas. Du sac dépassaient les bords de dossier, des tranches, une couverture portant le logo de la banque. Elles tentaient manifestement de comprendre quel papier j'avais apporté et s'il y avait là quelque chose qui pouvait les concerner. Pendant une seconde, je les regardais simplement, comme deux rats entrés dans une armoire étrangère, puis, doucement, sans crier, je prononçai mon mot préféré dans ce genre de situation, intéressant. Cela suffit pour qu'elles sursautent toutes les deux. Marina se redressa brusquement, le sac glissa sous sa main. Eleonora se mit à bredouiller qu'elle voulait aider à défaire les affaires pour que je ne me fatigue pas après la route. À cet instant, je compris clairement, elles sentaient déjà la menace, elles étaient déjà nerveuses, elles bruissaient déjà dans l'ombre comme des souris avant que le piège ne se referme. Et cela signifiait que le temps de jouer la parente accueillante touchait à sa fin, une toute autre partie commençait. Je ne fis pas de scène à ce moment-là. Je m'approchai simplement, pris calmement le sac des mains de Marina et le posai soigneusement sur une chaise, comme si j'étais réellement reconnaissante de son aide. Je dis d'une voix égale que je m'occuperai du reste moi-même. « Vous êtes fatigué ? Allez vous reposer, la journée a été bien chargée. » À ces mots, l'œil d'Eleonora tressaillit. Marina esquissa un rire nerveux, lança que oui, les soucis ne manquaient pas, surtout quand il y avait des gens en trop dans la maison. Puis elle se ravisa aussitôt, comme si elle réalisait d'avoir dit de trop, et se mit à bredouiller qu'elle plaisantait. Mais je n'écoutais déjà presque plus. À cet instant, tout s'était définitivement mis en place en moi. Le puzzle était assemblé, l'image était répugnante, mais claire. Ces deux femmes vivaient dans la certitude qu'ici, les maîtresses, c'étaient elles, que les parents n'étaient qu'une main-d'œuvre bon marché, et que moi, je n'étais qu'un malentendu temporaire qui partirait bientôt, laissant leur vie reprendre son cours habituel. C'est précisément cette illusion que je décidai de frapper en premier. Le soir, je ne bouleversai pas l'ordre auquel elles étaient habituées. Le dîner fut servi, comme d'habitude, dans le salon, avec de la viande frite, des salades et un compote sucré dans de larges carafes. Les parents, comme toujours, reçurent leur bol contenant quelque chose de liquide et sans couleur dans la cuisine du fond. Mais cette fois-ci, je ne me contentais plus de regarder en silence. Quand Marina, la tête appuyée sur la main, demanda nonchalamment si je voulais quelque chose de spécial, peut-être des fruits, peut-être de la confiture, je posai devant moi sur la table un petit carnet à couverture rigide et quelques feuilles pliées en deux. Je levai les yeux et demandai très calmement à tous les trois assis à table, à savoir Marina,
Éléonora et Frédéric, de rester après le dîner, car j'avais besoin de discuter avec eux d'une question de travail. Le mot « travail » fut volontairement prononcé avec ce ton professionnel que j'avais l'habitude d'employer avec des prestataires en ville. Il active automatiquement chez les gens une autre partie du cerveau, celle qui répond non pas à l'émotion, mais à la prudence. Après le repas, lorsque les assiettes furent débarrassées, la table essuyée et que les parents se dissipèrent silencieusement dans le fond de la maison, je m'installai plus confortablement, ouvris le carnet, et comme s'il s'agissait d'une réunion de bureau et non d'une conversation familiale, dis que, ces derniers jours, j'avais observé attentivement la façon dont la vie était organisée dans cette maison, que je m'étais rappelé les sommes et la régularité des virements que j'effectuais pour les parents, et que j'en étais arrivé à la conclusion qu'il serait utile de mettre un minimum d'ordre dans les notions de qui doit quoi à qui, afin d'éviter à l'avenir tout malentendu. Marina leva les yeux au ciel, marmonna que nous étions de toute façon une famille, qu'elle dette encore. Mais dans sa voix se glissait déjà de l'inquiétude. Éléonora tenta de sourire et demanda à quoi rimaient tant de formalités. Quant à moi, sans prêter attention à leur tentative de détourner la conversation, je posai calmement sur la table l'extrait concernant la maison, les documents bancaires, et commençai à raconter à voix haute, sans me presser, presque point par point, l'histoire de cette maison. Je parlais de la décision de l'acheter, de l'apport initial pris sur mes économies, du crédit contracté, de chaque paiement quittant mon compte, des dépenses supplémentaires pour les réparations, les meubles, l'électroménager, puis des virements réguliers aux parents pour qu'ils n'aient pas à se demander où trouver l'argent pour les médicaments et la nourriture. Chaque ligne de mon récit trouvait sa confirmation dans les papiers devant moi. Je n'omettais pas non plus le potager, ni le prix actuel de la vente d'une récolte saisonnière à un gros acheteur, ni ce que l'on pouvait tirer de 2 récoltes par an. Et je soulignais à plusieurs reprises que tout cela avait été fait dans un seul but, assurer aux vieux une vieillesse paisible, et non financer le confort de quelqu'un d'autre aux dépens d'autrui. Et plus je parlais, plus le silence s'épaississait dans la pièce. Même Frédéric restait assis, la tête baissée, incapable de croiser mon regard. Lorsque j'eus terminé, un silence s'installa, dans lequel on entendit quelque part, dans l'entrée, une planche grincer. Marina fut la première à craquer, elle se redressa brusquement, tentant de passer à l'attaque, lança d'un ton acerbe si, par hasard, je ne m'étais pas inscrite aux impôts, puisque je comptais tout avec tant de soin. Que, si elle commençait, elle, à compter tout ce qu'elle investissait comme force dans cette maison, elle pourrait aussi présenter bien des choses. Je souris et demandai très calmement quelle force exactement elle avait en tête. Le fait de commander mes parents sur un ton agressif ? De disposer d'une voiture qui est enregistrée à mon nom ? Ou peut-être de remplir le réfrigérateur avec des produits achetés grâce à mes virements ? Elle cligna des yeux, rougit, se mit à parler du fait qu'eux aussi, soi-disant, investissaient, puisque Frédéric travaillait et qu'elle tenait la maison. Et que sans eux, prétendument, les parents n'auraient pas fait face aux champs et à l'exploitation. À ce moment-là, je sortis du carnet une feuille, la dépliai soigneusement et la posai devant elle. Sur la feuille figurait quelque chose qui ressemblait à une facture, sans cachet ni signature de comptable, mais avec des lignes nettes, pour la maison, pour 2 ans de vie sans loyer, pour les produits achetés avec mon argent, pour les récoltes vendues à l'acheteur issu des champs travaillés par les mains de mes parents. À côté, des montants approximatifs selon les standards ruraux. Chaque ligne était écrite en toutes lettres plutôt qu'en chiffres, mais n'en était pas moins éloquente. En bas figurait le total pour 2 années de service. Il apparaissait clairement que, s'ils avaient payé honnêtement un loyer et des prestations, ils auraient même reçu moins que ce qu'ils avaient dépensé de l'argent des autres. Je lus à voix haute plusieurs points clés, afin que personne ne soit tenté de prétendre qu'il n'avait pas compris, puis, en regardant Marina droit dans les yeux, je dis que, elle et sa mère, vivaient de fait aux dépens du travail et de la santé de mes parents et de mon argent, et qu'un tel système ne pouvait exister que tant que la propriétaire de la maison fermait les yeux. Éléonora, jusque-là restée le visage de pierre, explosa soudain, parla fort, montant jusqu'au cri. Elle m'accusa d'ingratitude, rappela comment, soi-disant, elle m'avait accueilli, comment elles avaient aménagé la maison, comment Marina, la pauvre, s'était enterrée au village, sacrifiant sa carrière pour la famille, et maintenant moi, fille ingrate, je comptais à qui revenait combien de bols de soupe. Il n'y avait plus dans sa voix cette douceur sirupeuse derrière laquelle elle se cachait auparavant. Ce qui devait apparaître sortit au grand jour, la cupidité à nu et l'habitude d'écraser les autres. Je la laissai parler jusqu'au bout, sans l'interrompre, puis, d'une voix parfaitement égale, qui fit pâlir son cri plus encore, je dis que oui, je comptais effectivement, parce qu'il ne s'agissait pas d'un bol de soupe, mais de 2 années de vie de mes parents transformés en esclavage,
Et qu'à partir de ce jour-là le compteur tournerait dans l'autre sens. Je leur expliquai une chose très simple. La maison et la terre sont à moi, les parents y sont enregistrés comme usagers à vie, et je ne suis tenu de loger ici personne d'autre sans mon consentement. S'ils veulent continuer à vivre ici, 2 options s'offrent à eux. La première, partir volontairement dans un délai raisonnable, faire leurs valises, chercher un logement par leurs propres moyens et ne plus jamais tenter de s'imposer auprès de mes parents. La seconde, rester, mais à des conditions totalement différentes, non pas des promesses orales, mais des accords fixés par écrit, où il sera clairement précisé qui est responsable de quoi, qui paie combien et qui n'a pas le droit d'élever la voix sur qui. J'insistais délibérément sur les mots « n'a pas le droit », pour qu'ils comprennent bien, l'époque où leur « qui ne travaille pas ne mange pas » résonnait dans la cour était terminée. Marina, livide, demanda quelles étaient donc ces conditions, comme si j'allais les transformer en domestiques salariés. Je souris et répondis que c'était précisément l'inverse, j'allais mettre fin à la pratique selon laquelle mes parents étaient des domestiques, et eux des occupants sans statut, parasitant leur travail. Et que, par condition, j'entendais des choses très concrètes, un loyer mensuel, même modeste selon les critères ruraux, mais stable, une participation aux charges, et surtout un partage clair des tâches, où il serait stipulé que le travail physique lourd, exigeant un dos sain et des jambes solides, ne reposerait plus sur les épaules d'Ernst et de Claudia. À cet instant, Frédéric releva la tête et ajouta doucement mais fermement qu'il était prêt à participer à ces dépenses, pourvu que les parents cessent d'être des travailleurs gratuits. C'était la première fois depuis des jours qu'ils prenaient leur défense à voix haute. Éléonora tenta bien sûr de m'accuser de détruire la famille, de dire que de telles discussions ne se faisaient pas entre proches, que les gens normaux s'entendaient de cœur à cœur et ne brandissaient pas des papiers. Je lui rappelai froidement que cela faisait 2 ans qu'ils s'entendaient de cœur à cœur, pendant lesquels mes parents dormaient par terre et mangeaient des restes. Et que, durant ces 2 années, aucun d'eux n'avait pensé au notaire lorsqu'il s'agissait de protéger les droits des personnes âgées, mais qu'il avait suffi de sentir une possible manne pour qu'il les traîne aussitôt signer des papiers au chef-lieu. Désormais, ce serait donc ainsi, soit tout serait fixé correctement, selon la loi, et l'ordre s'installerait dans la maison, soit, dans les semaines à venir, il chercherait un nouveau toit, et je réglerai alors la question non plus autour de la table familiale, mais par l'intermédiaire des autorités compétentes pour expulser des gens d'une propriété qui ne leur appartient pas. Nous nous séparâmes ce soir-là sur une note glaciale. Je n'exigeais pas d'eux une réponse immédiate, disant seulement qu'ils avaient jusqu'à la fin de la semaine pour réfléchir et choisir, soit ils paient et vivent en respectant les règles, soit ils se préparent à partir. Et que je n'avais pas l'intention de faire traîner, car chaque jour supplémentaire ici coûtait de la santé à mes parents. Cette nuit-là, personne dans la maison ne dormit paisiblement. J'entendais, dans la chambre de Marina et d'Éléonora, des discussions chuchotées et violentes jusqu'au cœur de la nuit, parfois éclatant en cris étouffés. J'entendais Frédéric faire les 100 pas dans le couloir comme une bête traquée. J'entendais maman, par habitude, se lever pour aller à la pompe chercher de l'eau, malgré mes innombrables demandes de ne plus le faire. Et seul papa restait allongé en silence, mais à sa respiration lourde je comprenais combien tout cela lui pesait. Le lendemain, je repartis seul au chef-lieu, sans emmener ni Frédéric ni, a fortiori, les autres. Je me rendis chez le notaire que je connaissais, avec qui j'avais autrefois conclu la transaction initiale pour la maison. Je lui exposai la situation à grands traits, sans émotion inutile. Seuls m'intéressaient les outils juridiques permettant de protéger les parents et, en même temps, de placer les parasites devant un choix. Nous examinâmes ensemble plusieurs options, notamment la possibilité de conclure un contrat par lequel mes parents recevraient de ma part un entretien officiel à vie avec droit d'habitation dans cette maison, assorti d'une liste claire des obligations de chacun. On pouvait y stipuler que toute tierce personne vivant dans la maison n'avait pas le droit d'interférer dans le mode de vie des personnes âgées ni d'exploiter leur travail. Je l'écoutais et sentais la confiance se renforcer en moi, car chaque document de ce genre était une brique de plus dans le mur que je m'apprêtais à ériger pour protéger les miens. De plus, le notaire me rappela une chose très simple, si des personnes vivent dans une maison sans aucun droit sur le logement et sans participer aux dépenses, le propriétaire est pleinement en droit d'exiger à tout moment leur départ, en cas de refus, de saisir le tribunal, puis de venir avec un titre exécutoire accompagné d'huissier. L'idée que cela puisse en arriver là ne me réjouissait pas, mais le fait d'avoir en poche la possibilité, confirmée par des documents, de mettre un point final à cette histoire m'apportait un calme étrange. Nous préparâmes un projet de contrat d'entretien à vie pour les parents. Je lus attentivement chaque ligne, demandai plusieurs exemplaires, en pris un immédiatement, en laissai un autre chez le notaire au cas où, à la maison, surviendrait un incendie, une inondation ou un autre malheur, si fréquent là où certains craignent le papier.
sur le chemin du retour vers le village, je savais déjà comment se déroulerait la soirée. Je voulais désormais que tout se fasse en présence de témoins, pour qu'ensuite personne ne puisse dire que j'avais forcé qui que ce soit ou trompé quelqu'un. Le soir, j'attendis exprès que les parents, fatigués mais par habitude encore debout près de la cuisinière, aient terminé le dîner. Je leur demandai de s'asseoir dans le salon, dans ces mêmes fauteuils dont Marina ne voulait pas entendre parler la veille, et annoncer que ce soir nous aurions un véritable conseil de famille, où chacun dirait son mot et prendrait sa décision. Éléonora et Marina entrèrent déjà sur leur garde, sans l'ancienne arrogance dans la démarche. La peur se lisait dans leurs yeux. Dans mes mains, il n'y avait pas seulement la chemise de documents, mais aussi le téléphone que je posais ouvertement à côté de moi, en disant que je souhaitais que tout ce dont nous allions convenir soit dit à voix haute, parce que trop de choses dans cette maison, ces dernières années, s'étaient décidées en coulisses, à voix basse, derrière le dos de ceux que cela concernait le plus. Je commençais non par des reproches ni par des chiffres, mais par ceux pour qui tout cela avait été entrepris. Je regardai calmement papa et maman et dis que ce que je voulais par-dessus tout, c'était qu'ils vivent leur vie paisiblement, dans leur maison, sans la peur d'être chassés de leur propre existence, sans cri ni humiliation, que plus personne ne décide à leur place à quelle heure se lever, combien de seaux porter et où dormir. Et que c'était pour cela que j'avais apporté ces papiers aujourd'hui, non pour les effrayer, mais pour les protéger. Je vis maman se crisper instinctivement en entendant le mot « papier », tandis que papa, au contraire, sembla se redresser, regardant attentivement la chemise dans mes mains. Il avait toujours pris les documents au sérieux, mais à un moment il avait cessé de croire qu'ils puissent jouer en sa faveur. Je déposai devant eux la feuille, expliquai à voix haute, avec des mots simples, de quoi il s'agissait. Un contrat par lequel je m'engageais officiellement à les entretenir jusqu'à la fin de leur vie, logement, nourriture, soins, tout ce qui est nécessaire